Et j'invite Sébastien Maire, s'il vous plaît, pour nous livrer une synthèse à travers vos actions quotidiennes. Vous êtes secrétaire général de la ville de Paris, délégué général à la transition écologique. Je ne suis pas secrétaire général, je vais me faire disputer par ma boss. Ah, vous êtes au secrétariat général, pardon, de la ville de Paris, délégué général à la transition écologique et à la résilience. Et vous avez eu pendant quelque temps le titre de Resilient Officer, quelque chose comme ça. Donc vous êtes probablement un modèle un peu unique, un peu atypique dans le paysage, y compris mondial. Moi, je me souviens, vers la fin des années 90, début des années 2000, on a vu arriver des stratégies de développement durable, des monsieur et madame développement durable dans les grands groupes, notamment industriels. Avoir quelqu'un dans une grande capitale du monde qui se pose toute la journée des questions de résilience, c'est formidable. On est content d'apprendre ça. Merci de nous raconter un petit peu votre activité au quotidien. Pour votre définition de la ville résiliente. On vous laisse la scène. Ensuite, Chris Younes et Serge Auru, qu'on remercie encore. C'est grâce à lui qu'on est là pour clôturer. Et ensuite, on ira prendre un verre. Ça va ? Très bien. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à toutes et tous. On peut mettre un peu plus fort, Ça remarche. Ah, je change de micro. C'est mieux. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup Alain de votre invitation, puis de cette initiative et de la dynamique que vous créez autour de ces sujets. Kalina Raskin évoquait tout à l'heure le rôle pionnier de la ville de Paris dans le domaine climatique, dans le domaine environnemental depuis des années déjà. Elle l'a aussi été, et en effet, sur le sujet de la résilience, puisqu'elle a été la première ville française et une des premières villes du monde à travailler sur ce sujet de la résilience, qui est un mot... pas ici, j'ai bien compris, puisqu'on l'a entendu beaucoup cet après-midi, et du coup je vais aller beaucoup plus vite sur le sujet de la définition, parce qu'habituellement je commence ces présentations par un long temps d'acculturation sur ce qu'on entend par résilience, qui peut être considéré comme un buzzword ou quelque chose un peu à la mode, alors que ça ne l'est pas du tout. J'ai d'ailleurs un magnifique exemple ici, juste ici, au-dessus de ma tête. C'est la nef. La nef, symbole de la devise de Paris, fluctuat nec mergitur. Le bateau est secoué par la tempête, mais il ne coule jamais. C'est une définition de la résilience territoriale ou urbaine. C'est le baron Haussmann qui l'a rendu, qui en a fait la devise de Paris en 1853, et elle est usitée par les Parisiens depuis que Paris s'appelle Lutèce et qu'elle était régulièrement, elle faisait l'objet d'inondations, d'épidémies, de sièges, etc., etc. Donc on n'est pas sur un concept à la mode, on est plutôt sur quelque chose qui redevient d'actualité, puisque l'avenir est désormais cruellement incertain. On a eu beaucoup de présentations aujourd'hui, et donc ça redevient pertinent que de penser résilience. Alors du coup, je suis un peu embêté parce que je ne vais pas vous faire une introduction à la résilience territoriale, puisque a priori c'est un mot que vous connaissez. Je vais quand même évoquer la stratégie de résilience de Paris. Je ne vais pas faire une synthèse de l'après-midi, mais vous allez voir que ça résonne beaucoup avec de nombreuses présentations qui ont été faites cet après-midi, puisque c'est une tentative de vision holistique, systémique du fonctionnement du territoire, pas celui de la mairie, mais bien celui du territoire. Une définition qu'on utilise, c'est celle-ci: la capacité du territoire, avec tout ce qu'il compose, à continuer de fonctionner et de poursuivre ses objectifs, indépendamment non seulement des chocs majeurs auxquels il va être confronté, une grande inondation, une pandémie, des incendies, une attaque terroriste, etc. Mais aussi, dans le même temps, avec les mêmes politiques, avec le même argent public, avec les mêmes processus, réduire les stress chroniques qui atteignent tout autant la capacité de fonctionnement ou de développement du territoire, mais qui ne sont pas des grandes catastrophes. Ce petit graphe, on pourrait presque le considérer déjà comme une bio-inspiration. Le parcours résilient versus la gestion de crise, ou la résilience industrielle, ou la résilience des organisations. Il y a un mot qu'on utilise beaucoup, par exemple en gestion de crise. La résilience, c'est la capacité à continuer de faire tourner le process pendant l'aléa ou la perturbation et à revenir le plus vite possible à la normale, à l'état initial. Mais si on revient à l'état initial, on n'est pas dans la résilience, parce qu'on revient exactement à la même vulnérabilité qu'on avait avant le choc, et on est tout aussi vulnérable si jamais le même choc venait à se produire. Donc, comme un écosystème naturel, la résilience territoriale propose aux villes, après un choc, non pas de revenir à la normale,
mais de revenir à un état différent, à un nouvel équilibre, à un nouvel état plus robuste pour faire face à nouveau au type d'aléas s'il venait à se produire. Alors de quoi parle-t-on? Là, il y a une typologie qui a notamment été faite par le réseau des 100 Resilient Cities, puisque c'est dans le cadre de cette démarche mondiale avec 100 villes du monde sur les 5 continents que la stratégie de Paris a été élaborée, avec beaucoup de parangonnage entre villes pour essayer d'aller plus vite sur des solutions qui ont déjà fait leurs preuves ailleurs. C'est vraiment important de traiter les deux en même temps. Et souvent, vous savez, dans nos organisations publiques en général, on a tendance à fonctionner un peu en silo, à sérier les problèmes, chaque problème une solution. Or, les enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui appellent des solutions qui répondent à plusieurs problèmes en même temps. Donc ça appelle à une réforme de la gouvernance territoriale. À Paris, on a identifié 6 enjeux de résilience prioritaires. Il y en a d'autres, mais ce sont les prioritaires. On a consulté plus de 800 parties prenantes, et privées, publiques, académiques, etc., etc. Le premier enjeu qui est apparu n'est pas un enjeu sur les infrastructures ou etc. C'est l'enjeu des inégalités et de la cohésion sociale, même pour des opérateurs réseau techniques. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, c'est tout simple. C'est pas plus une société est soudée et solidaire, plus elle peut faire face à tout ce qui lui tombe dessus et à tout ce qui lui arrive. Ça existe depuis que l'humanité existe, mais on l'a un peu perdu dans nos grands ensembles urbains. Connaît-on son voisin dans son immeuble à Paris? A-t-on conscience des vulnérabilités qui existent dans son immeuble? Par exemple, sait-on que 2 étages au-dessus de chez soi, il y a une personne âgée à mobilité réduite qui ne pourra pas évacuer facilement en cas d'incendie? Si on sait que la personne existe, on la signale aux pompiers. Si on ne sait pas qu'elle existe, c'est plus difficile. Donc cette logique de cohésion sociale à l'échelle micro-locale est le premier rempart de résilience face à n'importe quoi. Connaître son voisin, bienveillance, être prêt à s'entraider, c'est un premier facteur de résilience, et les inégalités pèsent énormément sur la cohésion sociale. Le risque terroriste et le contexte sécuritaire au sens large, par exemple la crise des gilets jaunes est un véritable événement qui appelle de la résilience à tout point de vue. Le dérèglement climatique, bien sûr, mais aussi bien dans ces enjeux d'atténuation que d'adaptation, parce qu'il est trop tard. Donc bien sûr, il faut impérativement ne pas relâcher les efforts. On l'a vu tout à l'heure avec la présentation sur les questions d'atténuation. On doit réduire massivement nos émissions de carbone et ne jamais réduire les efforts en la matière. Mais c'est pas suffisant. C'est plus du tout suffisant. Il faut impérativement s'adapter. Et ce que disait Monsieur Goupil tout à l'heure sur la RT 2012, un appartement BBC qui respecte parfaitement la réglementation thermique 2012, un éco-appartement aujourd'hui, il sera invivable dans une canicule dans 10 ans, parce qu'on ne tient pas compte du confort d'été dans ces questions qui sont exclusivement basées sur le nombre de kilowattheures théoriques au mètre carré par an. Et la question du confort d'été appelle un nouveau paradigme qui n'était pas présent jusque-là dans les rénovations énergétiques, les programmes de l'État, etc. Alors la réglementation environnementale en cours de discussion doit normalement permettre de rattraper le retard en la matière. La pollution de l'air, bien sûr, c'est le premier stress sanitaire inévitable aujourd'hui dans les grandes villes, à Paris comme ailleurs. Ça tue autant que l'alcool, la pollution de l'air. L'alcool qui est considéré comme un grand fléau qui fait l'objet de campagnes, de politiques, de lois, etc. Mais sur la pollution de l'air, on n'en est pas là. Or, on est devant un scandale sanitaire absolument majeur sur la pollution de l'air qui affecte en particulier, en premier lieu, les jeunes enfants. La Seine et les risques liés au fleuve, vous avez certainement entendu parler du risque de crue centenale à Paris, mais effectivement je partage ce qui a été dit avant aussi, la référence centenale ne veut plus dire grand chose. On parle donc maintenant plutôt de crue majeure de la Seine, c'est-à-dire pas les 2 épisodes de crue qu'on a connus au cours des dernières années, mais la grande crue contre laquelle il est assez évident non seulement que le territoire en général n'est pas suffisamment préparé, mais ce qui est paradoxal, c'est que la ville est bien plus vulnérable aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a un siècle, en 1910, quand la dernière grande inondation s'est produite. Et c'est lié au développement technologique. C'est la technologie et la création de tous ces réseaux auxquels nous sommes devenus complètement dépendants qui fait qu'aujourd'hui, une crue aura beaucoup plus de conséquences qu'elle n'en a eu il y a un siècle. Et puis bien, mais la crue majeure, c'est pas le premier enjeu lié au fleuve. Le premier enjeu, aujourd'hui, il est symétrique. C'est les étiages à répétition et le risque de manque d'eau. D'ici la fin du siècle, on a des études qui montrent qu'on pourra atteindre plus de 30% du baisse de niveau d'étiage de la Seine et de ses affluents à l'échelle du bassin versant d'ici la fin du siècle. C'est bien plus grave qu'une inondation majeure. Une inondation majeure, c'est un choc. Ça détruit, on reconstruit, etc. Un stress hydrique
récurrents, c'est bien plus grave. Et puis enfin, si on veut que tout ça soit adressé, si on veut arriver à travailler pour répondre à ces enjeux-là, il faut impérativement revoir les questions de gouvernance. C'est pas à l'intérieur des frontières de la ville de Paris qu'on va régler les 5 premiers problèmes. Il n'y a grosso modo aucune strate administrative qui colle avec la réponse à ces enjeux. Donc ça appelle à de nouvelles coopérations. Coopération territoriale entre institutions publiques, entre le public et le privé, à une implication des habitants, une réforme aussi très forte de la gouvernance territoriale pour pouvoir répondre à ces enjeux. Et puis là, j'ai parlé des risques qui étaient prévisibles, mais il y a tout le reste. Tout ce qu'on ne peut pas anticiper, les effets cascades, vous savez, etc., etc. Donc un territoire résilient, c'est un territoire qui est aussi capable de faire face à l'imprévu. Et pour ça, il faut changer un certain nombre de ses fonctionnements de base. Je ne vais pas vous détailler chacune de ces qualités, c'est une typologie parmi d'autres. Néanmoins, ça s'applique pas mal aux écosystèmes naturels, ça. Et pas trop à nos fonctionnements administratifs aujourd'hui, pour tout dire. La flexibilité, la redondance, la capacité à avoir des stratégies alternatives, à travailler en horizontal plutôt qu'en vertical, etc., etc. Alors, la ville de Paris a donc voté sa première stratégie de résilience en 2017. Et vous pourrez la consulter si vous le souhaitez. Elle a été élaborée et inspirée par donc d'autres villes du monde. Et puis surtout, c'est pas une nouvelle couche sur la gestion municipale. On va pas créer un silo de la résilience à côté des autres silos. Ça a plutôt une fonction de métastratégie qui permet de s'appuyer et de mieux articuler l'ensemble des autres démarches. La ville de Paris est extrêmement active dans le domaine de l'environnement, de la protection de l'environnement. On a identifié 36 plans et stratégies relatifs aux grands domaines, développement durable, environnement, énergie. Ce que propose l'approche résiliente, l'approche systémique, c'est de mieux les connecter ensemble. C'est de renforcer l'efficience de la mise en œuvre de ces politiques, parce que sur chaque action municipale, on doit être capable de faire tout en même temps. Tous les plans en même temps, et pas une action biodiversité d'un côté, une action énergie de l'autre. Chaque projet doit être capable d'intégrer l'ensemble des enjeux. Donc la stratégie de résilience de Paris, très rapidement, 3 piliers, 3 façons d'essayer de répondre à ces enjeux. Le premier, s'appuyer sur les habitants, faire avec les habitants, compter sur les habitants, former les habitants. Le second, c'est en gros, la société, l'habitat. Donc le second, c'est les infrastructures, le hard, la façon dont on urbanise, dont on aménage, dont on adapte les bâtiments, l'espace public, les infrastructures critiques, le volet infrastructure. Et puis le troisième, là encore, c'est la gouvernance. Il faut changer la gouvernance et donc on doit être capable d'évoluer là-dessus. Donc en quelques mots, compter sur les habitants, c'est déjà sortir des logiques que la culture du risque est anxiogène. Logique très étatique. C'est difficile de parler de ces enjeux. Là, ici, on a une assemblée qui est consciente. Mais par exemple, j'entendais Gilles Boeuf tout à l'heure parler de collapsologie. Voilà. Normalement, c'est un gros mot. C'est difficile de parler de collapsologie sans passer... Enfin, c'était en anglais, mais c'est pour pas dire effondrement, parce que c'est encore pire. Mais ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs, ça fait longtemps qu'ils utilisent ces termes-là. Et donc, c'est important d'être capable, sans parler d'effondrement aux habitants, de parler des différents enjeux et de dire, ben voilà, ça peut arriver. Néanmoins, comment on s'y prépare et puis comment on agit pour réduire la probabilité que ça arrive. La bienveillance, un maître mot. Je l'ai évoqué tout à l'heure, et puis impliquer les habitants davantage. Sur les infrastructures, il faut qu'on change de paradigme. Marion Valère a évoqué tout à l'heure brillamment la question de la ville minérale. C'est absolument fondamental de faire évoluer les dogmes, notamment patrimoniaux, qui nous empêchent de répondre plus rapidement aux enjeux sur l'adaptation de la ville, puisque nos villes en général, et Paris en particulier, ne sont pas du tout prêtes à encaisser des températures de 55 degrés à l'ombre à horizon 2050, puisque c'est quand même ça qu'on attend aujourd'hui. Vous avez vu comment ont été mal vécus les derniers épisodes caniculaires. Vous voyez ce que ça fait avec 10 degrés de plus. Enfin, l'intelligence collective, les ressources. Et là, je reprendrai aussi ce qu'a dit Monsieur Goupil sur les relations ville-campagne. Je donne un seul exemple sur ce pilier d'action. Nouvelle coopération territoriale avec les zones rurales. Parce qu'effectivement, la ville dépend cruellement de la campagne. Non seulement pour son alimentation, mais pas que. Si on veut pouvoir répondre à des enjeux comme la pollution de l'air,
on a tout intérêt à tisser des nouvelles coopérations territoriales à 30, 50, 100 km de Paris pour développer le travail à distance et faire en sorte de limiter les déplacements pendulaires. Si on veut réduire le risque d'inondation, et le risque d'étiage, on doit travailler à l'échelle du bassin versant, avec les territoires du bassin versant, pour renaturer et apporter notre concours, nous villes, à la renaturation, au retour à un fonctionnement plus naturel du fleuve, de ses affluents, puisque c'est finalement la meilleure façon de limiter les deux risques, celui de l'étiage et celui de l'inondation, puisque les écosystèmes naturels, les zones humides, etc., comme vous le savez, font très bien ce rôle d'éponge et de régulation. On l'a perdu, il va peut-être falloir le recréer. Alors, je vais, pour terminer, vous donner un exemple de ce que ça donne tout ça, parce que ça paraît peut-être un petit peu théorique. Je vais parler des cours d'école. Alors, je suis désolé parce qu'ici, il y a beaucoup de partenaires avec qui on travaille, qui ont peut-être déjà entendu parler de ce projet, beaucoup. Ça n'est pas la seule action de la stratégie de résilience. Il y en a 34 autres que les cours d'école Oasis, dont je vais vous parler maintenant, et notamment quelque chose d'intéressant sur le concept qui est appliqué aux rues, aux bâtiments, etc. Mais alors, vous allez voir ce que ça peut donner sur une cour d'école. Il va faire chaud. On l'a évoqué tout à l'heure. Il va faire très chaud. Il va faire très chaud, et pourquoi on a choisi les cours d'école? Parce que pendant la canicule de juin 2017, on a fait un petit benchmark au sein de nos établissements. C'était la première canicule de l'histoire en temps scolaire. Habituellement, les canicules, c'est l'été, les enfants sont dans les centres de loisirs sont habitués à gérer les canicules, etc., etc. Les enfants sont souvent dehors, mais en temps normal de fonctionnement scolaire, pendant 3 jours, les enfants ne travaillent plus. Parce que les conditions, nos équipements, les équipements en général, ne sont pas adaptés à gérer l'évolution des températures. Aujourd'hui, on a en moyenne 1 à 2 jours de canicule par an à Paris. D'ici la fin du siècle, on en aura plus de 30. Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir 30 jours de non-éducation pour des générations entières parce que les équipements ne sont pas adaptés? Donc l'idée de la ville de Paris, c'est de commencer tout de suite et de se dire qu'on a 700 établissements scolaires à faire évoluer. On a commencé par les cours, mais l'objectif, c'est bien sûr d'avoir les bâtiments. Et pourquoi l'école? Mais notamment parce que l'école, c'est l'équipement le plus maillant sur le territoire. Aucun Parisien n'habite à plus de 200 mètres d'une école. Tout le monde sait où est l'école de son quartier. On y va voter, on y a scolarisé des enfants à un moment de sa vie. Donc si on crée des îlots de fraîcheur, des refuges de résilience dans la ville, choisir l'école en se disant en premier lieu, la priorité c'est pour les enfants, mais aussi, puisqu'on va faire évoluer la gouvernance, ça pourra avoir d'autres impacts, servir de proximité d'îlots de fraîcheur pendant les canicules pour les personnes âgées qui habitent autour de l'école en dehors des heures scolaires, et puis servir à toute la population le week-end. Pour faire quoi? Pour faire du lien social. Parce que dans une ville dense comme Paris, la cohésion sociale que j'évoquais tout à l'heure, elle a aussi du mal à s'exprimer parce qu'on manque cruellement de lieux pour ça. Vous avez des enfants en bas âge à Paris aujourd'hui, vous voulez organiser un anniversaire avec une quinzaine de mômes, les appartements ils sont trop petits. Donc soit vous allez au McDo, soit pas terrible, on a en même temps 70 hectares de cours d'école parfaitement adaptés qui sont fermés au public pour des raisons de gouvernance, des raisons d'organisation. Alors qu'est-ce qu'on fait pendant ces cours d'école? La première chose, c'est que ce sont les enfants et la communauté éducative qui dessinent leur futur cours d'école. Il y a une véritable démarche. On a créé alors pour ceux qui ont des enfants scolarisés, un TAP Oasis, c'est-à-dire le périscolaire. Dans toutes les écoles qui vont avoir des travaux l'année d'après, les enfants sont impliqués dans des ateliers. Pourquoi on va refaire votre cours? C'est quoi le dérèglement climatique? C'est quoi le cycle de l'eau? C'est quoi le cycle du fleuve, de la nature, etc. Et ils dessinent eux-mêmes leur futur cours d'école, ce qui permet une appropriation du projet. Plus de bitume, ça a été suffisamment évoqué. Alors, un jour, peut-être qu'on arrivera à la pleine terre partout. Mais les communautés éducatives n'y sont pas encore prêtes. Parce que la pleine terre, ça salit. Et ni les parents, ni les enseignants ne veulent de cette saleté. Donc ça évoluera, mais jusque-là, en tout cas, ça a souvent été un problème. Les espaces verts, on a de la pleine terre, on a au moins 20 à 30% dans toutes les cours de pleine terre. Mais la plupart des enseignants et des directions d'école nous demandent de les mettre derrière des barrières pour que les enfants ne puissent pas y accéder, parce qu'ils vont se salir les pieds. Donc on voit l'acculturation, le changement de vision, à quel point il est nécessaire pour l'acceptation de ces nouveaux dispositifs. On amène de l'eau dans la cour. Des fontaines d'eau de Paris, d'eau publique qui vient avec des tuyaux et pas dans des bouteilles en plastique en camion, et avec notamment la logique de faire comprendre aux enfants que l'eau du robinet, c'est extrêmement important. Le matériau de sol est donc remplacé, ce sont des bétons ou des enrobés qui sont poreux, drainants,
donc qui participent à notre zonage pluvial et à notre meilleure gestion des eaux pluviales. 70 hectares, c'est quand même pas rien, qui sont plus clairs, qui ont donc qui limitent l'effet d'îlot de chaleur urbain. Et puis on travaille avec le centre technique de l'industrie du béton pour qu'il nous invente le béton idéal, qui en plus pourra avoir une énergie grise la plus faible possible, qui pourrait être posé à froid, ne plus comporter aucun composant issu du pétrole. Si on doit refaire les jeux de cours, on essaie d'utiliser des matériaux le plus possible de l'économie circulaire en fabrication locale. On végétalise, bien sûr, on crée de l'ombre en plantant des arbres, et puis en attendant que les arbres poussent, on crée de l'ombre artificielle basée sur photos aériennes qui nous montrent les endroits où il fait le plus chaud dans la cour, etc., etc. J'aurais pas le temps de détailler, mais l'idée c'est de faire un îlot de fraîcheur. Un îlot de fraîcheur, comme je le disais, qui répond à plusieurs objectifs en même temps. C'est d'abord les enfants, mais c'est différentes catégories de publics. Ça permet à la fois de répondre à des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique, de meilleur zonage pluvial, de renforcement de la cohésion sociale, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement fait évoluer le process de rénovation des cours d'école. Et la maire de Paris nous a demandé de généraliser le programme. On a commencé par un pilote qui a été livré il y a un peu plus d'un an. 3 cours ont été livrés, puis ça a bien fonctionné. Donc on en a livré 28 en septembre dernier, et l'objectif est d'avoir transformé et créé plus de 700 îlots de fraîcheur à horizon 2040, au moment où les températures commenceront à augmenter. Je crois que j'ai déjà dépassé mon temps, donc je vous remercie. Merci beaucoup. Très très intéressant, merci beaucoup Sébastien Maire. J'ai juste une question rapide. Est-ce que vous ramez ou est-ce que vous êtes sur un courant porteur? Et une deuxième question rapide, est-ce que vous avez beaucoup parlé de concertation avec la population locale, quid des concertations avec les parties prenantes, les professionnels et avec d'autres villes? Est-ce que vous êtes un ovni dans le paysage français? Comment ça se passe? Alors, je rame de moins en moins, notamment parce que le nombre de personnes qui sont dans cette salle, etc., montre à quel point, et à la ville de Paris, c'est la ville de Paris qui a décidé de mettre en place ce programme. Donc, en revanche, c'est sûr que quand on va voir d'autres collectivités ou les relations avec le service de l'État et tout le monde ne comprend pas forcément ce paradigme. En revanche, c'est en train de prendre. On a eu cet été 16 cours Oasis faites dans d'autres villes de France qui ont utilisé le même cahier des charges, puisque la logique aussi, c'est que toutes ces solutions qu'on a la chance de pouvoir tester et généraliser à Paris, on souhaite les partager avec l'ensemble des territoires en open source, et on partage aussi bien des CCTP, pour ceux qui savent ce que c'est, des cahiers des charges techniques qui permettent à des petites collectivités qui n'ont pas des services pléthoriques de pouvoir directement passer les mêmes marchés. On partage les PowerPoint de présentation qu'on utilise pour convaincre les élus, etc., etc. Et ça fonctionne plutôt bien, aussi bien au niveau français qu'au niveau national. J'ai été contacté récemment par 2 collectivités d'Île-de-France qui m'ont dit qu'elles mettaient en place la fonction de Chief Resilience Officer et qui voulaient être coachées sur le sujet. Donc je pense que le mouvement est en marche. Formidable. Merci beaucoup Sébastien Maire pour votre intervention et votre témoignage. Merci beaucoup.